Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique Disney, critique de Rox et Rookie, un film sorti en 1981 de Ted Berman, Richard Rich et Art Stevens. Il est basé sur le roman The Fox and the Hound de Daniel P. Mannix, paru en 1967 mais publié en France en 1978 sous le titre Le Renard et le Chien Courant. Il a coûté 12 millions de dollars, il en a rapporté dans le monde 63 avec bien sûr ses divers ressorties. Il dure 1h23 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h23 ? Le film met en scène un renard, Rox, et un chien, Rookie, dont l'amitié est menacée lorsque le maître de Rookie décide d'en faire un chien de chasse. Il y a eu 4 ans qui se sont espacés entre le dernier, Bernard et Bianca, et celui-ci, c'est quand même assez long, et il se passera encore 4 ans avant que le prochain, Taram et le Chaudron Magique, entre en scène. Et à cette époque, il y a eu plus de parcs d'attractions qui se sont ouverts que de longs métrages qui ont été faits. Donc je vais quand même dans cette vidéo beaucoup vous parler de la production du film parce qu'il faut que vous compreniez les enfants. C'est assez historique parce que le film a ouvert de nouvelles voies. C'est en quelque sorte le prologue à la nouvelle vague. Et oui, bah aussi à Disney, ils ont eu leur nouvelle vague, comme chez nous en France. Oui, la nouvelle vague, la renaissance, le nouvel âge d'or de Disney, bien Rox et Rookie est une porte d'entrée. Il n'est pas encore pleinement inscrit dans ce renouveau, mais il emprunte une très bonne voie. Alors Rox et Rookie apparaît très vite comme une succession de petites anecdotes, plus qu'une véritable histoire unifiée, un tout entier. Son rythme est lent, de mémoire. C'est un film à 2 rythmes, avec des scènes de poursuite qui tout d'un coup dynamisent le récit. Régulièrement il y a des scènes de poursuite d'ailleurs. Il y a un rythme qui va et vient, mais aussi un autre point qui est un petit peu regrettable dans le récit, c'est le choix. Après venez pas me dire que c'est du spoiler, Rox et Rookie, normalement tout le monde a vu un truc pareil, et puis spoiler du Disney c'est pas un drame, c'est le choix de ne pas avoir fait mourir le personnage du chef, donc ce vieux chien, mais c'était pour ménager le jeune public, une disparition qui semblait pourtant, à mon sens, nécessaire afin de justifier pleinement la haine éprouvée par Rookie envers son ancien ami Rox. Mais il y a quand même beaucoup de moments forts, des moments qui passent, avec l'apparition des saisons, qui forment un cycle, vraiment ça ressemble beaucoup à Bambi. Il y a aussi une délicate rencontre entre les 2 renards, je trouvais ça très sensible, je trouvais ça très très bien. Il y a aussi le formidable moment d'amitié. Et la fin, alors la fin, elle est complètement épique. Mais ce qui est bien, c'est que le final n'est pas le méchant ultime, mais c'est en fait plutôt la péripétie ultime, qui n'est pas du tout ridiculisé. L'apparition de ce grizzly, la scène qui s'ensuit est pleinement dramatique. Il y a un énorme climax d'action avec une musique, un truc puissant. Il y a le grizzly qui vient dégommer tout sur son passage. Il y a une espèce de bulldozer naturel qui vient tout agresser. D'ailleurs, ça vient un peu comme une surprise. Tout d'un coup, on a le grizzly en face de nous. Et c'est le final d'un parcours initiatique qui va, bien sûr, comme beaucoup de Disney, former l'enfant qui va devenir un adulte après. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Et de l'enfance, on passe à la maturité. Et quand on parle justement du parcours initiatique des personnages, eh bien, je trouve que les animaux ont pris le pouvoir chez Disney. Mais tout d'un coup, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je dis que ce film n'est pas encore dans le nouvel âge d'or, c'est que ils vont être remis au second plan dans les années 90 avec les nouvelles productions des nouveaux animateurs. Donc ici, on est encore dans cette galerie de personnages de films de Wolfgang Reitermann, assez attachants, chacun dans leur genre, bien sûr, avec par exemple Big Mama, alors bien sûr, voix de noir, pour une chouette noire qui est, et c'est vrai que quand on y pense, j'en parlais avec quelqu'un, un peu un pendant au vieux Grigou de Bambi, qui arrête pas de faire la morale et tout ça. Ben là, nous avons une maman hibou qui est très sympathique, qui va aider le héros, c'est la mère, bien sûr, c'est assez évident de dire comme ça, mais pour les enfants, ils ont un point d'ancrage, parce qu'au début du film, c'est vachement violent ce qui se passe, et le petit, il est tout seul, et tout d'un coup, on a un personnage très, très positif, qui va jamais se fâcher, ou lui faire des reproches, se moquer de lui, ou quoi que ce soit. Un personnage purement positif, ça c'est très très bien joué au niveau de ces personnages-là, ça fonctionne très très bien. Il y a aussi le comique qui revient régulièrement, avec ces 2 oiseaux et la chenille, donc c'est une espèce de côté un peu Tom et Jerry dans ces petites scènes-là, donc elles permettent aussi d'un peu aérer quand même un film assez sérieux, très très sensible, en apportant de la légèreté. Après moi je trouvais que, avec du recul en l'ayant vu encore maintenant, je trouve que justement ce sont des véritables cassures. Je trouve ça un peu dommage. Et on a aussi ce vieux chien qui prend Rookie sous son aile pour finalement le voir
prendre peu à peu sa place, en quelque sorte, oui. Il fait d'ailleurs écho à la situation du studio de l'époque. Véritable croisée entre deux générations d'animateurs, les vieux animateurs, les 9 vieux monsieur, et les jeunes animateurs qui veulent montrer un peu ce qu'ils savent faire, voilà. Et on a aussi des humains, on a la fermière, la veuve qui s'appelle Tartine. Alors déjà rien que le nom, on veut déjà mettre leur enfant dans sa poche, une mamie qui s'appelle Tartine. L'enfant il est obligé d'aimer cette personne, voilà. Bien sûr ça fait penser, il y a beaucoup de choses pour l'enfant en fait, maintenant qu'on y pense, ouais, on a ce Big Mama, on a la grand-mère, bien sûr pour l'enfant c'est aussi, ça fait penser à sa grand-mère à lui qui l'a sûrement, donc il y a tout un imaginaire qui est repris du réel que regarde l'enfant comme ça quand on regarde le film, et la scène où elle abandonne Rox, parce qu'il s'agit de ça, quelle que soit la raison, c'est un moment ultra dur, mais c'est terrible ce moment, c'est vraiment un des moments les plus intenses de ce film, c'est vraiment, ah putain, moi quand j'ai vu ces extraits encore, je me suis dit, waouh, putain, ils vont pas avec le dos de la cuillère, mais vraiment, ouais, ça c'est un super bon moment, enfin un bon moment, c'est un moment qui marche. Et qui marche encore maintenant. Ça veut dire que ça veut dire que ça a été bien fait, tout simplement. Et nous avons aussi un autre personnage, Amo Slade, qui est un chasseur teigneux, et c'est pas vraiment le méchant, c'est juste le mec qui veut chasser, quoi, qui est un peu bougon, voilà. Et finalement, c'est un personnage assez attachant parce que c'est une espèce de papy ronchonchon, son côté un peu teigneux et caricaturé, et le rend du coup ridicule, et bien sûr contrebalancé avec la gentillesse et la protection de la fermière. D'ailleurs, ils vivent côte à côte, on dirait qu'ils sont en couple, mais pas vraiment, c'est pas tellement, c'est bien amusant. Alors, l'animation, c'est un truc de malade. Au niveau de ce qui s'est passé à la production, la Walt Disney Company était surnommée par les financiers la Belle au bois dormant, ça voulait déjà tout dire. Et c'est un film qui était un tournant important, car il commença en 1977 avec la supervision des 9 vieux monsieur, et se termina avec une équipe de jeunes animateurs, dont, alors là, que des noms de fous, Don Bluth, John Lasseter, c'est-à-dire Pixar, quoi, en gros le chef de Pixar, John Musker, Ron Clements, Glenn Keane, Tim Burton, Brad Bird et Henry Selick. Que des noms de malades mentales, juste les noms les plus importants dans l'animation pour les 20 à 30 ans à venir. C'est vraiment super impressionnant, donc c'est aussi pour ça que ce film, il est vachement... Enfin, peut-être que vous, comme ça, vous avez regardé ce film, et ouais, ok, sympa, mais en fait, ça réunit juste la crème, quoi, tout simplement, c'est un truc de malade. Bien sûr, la production a dû être retardée d'1 an, une partie des animateurs ayant quitté le studio, dont Don Bluth, mécontent de la qualité des productions du moment de Disney. Don Bluth réalisera d'ailleurs par la suite Brisby et Le Secret de Nîmes, qui malgré un succès critique ne marchera pas malheureusement, mais après il va continuer à faire des films, et il va faire Anastasia qui fut un succès, et après un échec assez violent, Titan AE, et le studio auquel Bluth s'était rattaché est tombé. Donc ce film était une transition délicate, car la façon de gérer le film n'était pas la même. Reiterman avait ses propres idées et ses concepts, bien sûr toujours dans la même veine de ce qu'il avait fait avant, et face à lui, beaucoup partirent pour former leur propre voix comme Don Bluth. Il y a eu par exemple une annulation du film de sa sortie pour Noël, et ce changement de commandement à la réalisation a eu une influence sur les situations et la mise en scène même. Là où cette espèce de vétéran Reiterman souhaitait un film drôle, bourré de gags, aboutissant sur le combat de tous les animaux contre l'ours féroce, et bien Art Stevens, jeune réalisateur, penche lui vers plus d'émotion et de tendresse, appuyé par le design et les décors. Une pure tradition de Bambi par exemple. Et le choix de Ron Miller, qui était le gendre de Walt Disney, est devenu entre-temps en 1980 président des Walt Disney Studios, eh bien, fut en faveur de l'analyse du jeune animateur qui précipita le départ ultime du représentant du dernier âge d'or de l'animation Disney, Reiterman, mais il a quand même laissé une influence, le Reiterman, par exemple, une influence de Fantasia avec ce T-Rex et la fragmentation de l'ours. Il y a vraiment une véritable concordance esthétique entre la représentation de l'ours, du grizzly, ce caractère monstrueux et puissant, et la représentation du T-Rex dans ce fragment préhistorique dans Fantasia.
C'est une animation du combat avec le grizzly qui a été faite par Glenn Keane, très apprécié dans le monde de l'animation. L'animation réutilise aussi des éléments de Bambi, la séquence de l'orage, par exemple il y a des plans avec 2 familles de canards et des cailles qui cherchent un abri, voilà, c'est des plans qui ont été réutilisés, remaniés. Donc il y a vraiment, on cherche une filiation, voilà, à Bambi, qui date quand même, je crois bien de 1942. Un visuel d'une bonne qualité qui témoigne à coup sûr de la volonté du nouveau réalisateur. Les décors sont importants dans le film, c'est assez charmant, mais ça va peut-être pas transcender la maigre histoire d'amitié entre les 2 animaux, il faut bien se dire ça. C'est un film qui semble être une reprise de Bambi par rapport par exemple à son introduction avec une forêt qui défile, mais aussi par son inspiration, une mère chassée qui laisse son enfant tout seul. Là c'est purement Bambi avec voilà, une séquence dramatique où on a un bruit de fusil et tout d'un coup on a du silence. Voilà, ça c'est vraiment comme dans Bambi. Nous avons la séquence de Grizzly qui est totalement terrifiante avec une musique qui est terrible. La musique délimite le film dans une période aussi. Mais je crois en plus de mémoire qu'on n'a pas de musique chantée. Ou alors elle est extra-diégétique, c'est-à-dire hors cadre, comme une simple musique de film. C'est peu inspiré, mis à part vraiment pour le Grizzly, je trouvais que c'était une très bonne composition, mais assez voyante, hein, mais elle marchait vachement bien. Mais dans l'ensemble, la musique n'est pas très inspirée. Mais on n'abuse pas trop de dialogue. Pendant la scène de climax, il n'y a pas un seul mot. C'est super. Franchement, c'est énorme. Et il n'y a pas de dédramatisation. C'est ultra dramatique. Et ça, qu'est-ce qu'on attendait ça? Putain, Reiterman, il est plus là. Et tout d'un coup, ça se débloque. Et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Non, mais voilà, c'est un passage obligé. Et nous allons avoir de nouvelles choses dans les prochains Disney. Des choses expérimentales, beaucoup plus sulfureuses. Mais également aussi une meilleure gestion de la dramatisation et des moments comiques. On constate plein de thèmes étonnamment sombres et matures pour un film pour les enfants, comme la vengeance, le temps qui passe, l'amitié face aux différences, la solitude, la loyauté, le conditionnement bien sûr d'être un chien de chasse, et l'intolérance entre les classes sociales. Il y a une intelligence contre les préjudices dans ce film qui peuvent empoisonner justement les relations anciennes. Un ami contre nature, j'ai envie de dire, il y a un peu de racisme dans l'air, mais pas tant que ça, mais il y en a quand même un petit peu, hein. Mais la fin délivre un important message, un puissant message au public sur la tolérance et la compréhension. C'est l'affrontement entre la veuve pacifiste et ouverte sur le monde et le chasseur obtus qui campe sur ses principes et ses acquis. C'est un film avec une leçon de vie, pas seulement un film avec des animaux tout choux, hein, mais une véritable aventure terrifiante avec une fin heureuse. Et le film sort au plus fort de la période la plus profonde de remise en question du studio. Même après 15 ans d'absence de Disney, la retraite de la plupart des grands dessinateurs du studio, Rox et Rookie arrive encore à illustrer la magie Disney. Ce n'est plus exactement la même magie, mais il y a quand même quelque chose. Mais le problème, c'est que les générations de spectateurs de ces années ont vu des réexploitations des 101 Dalmatiens en 1979, de La Belle et le Clochard dans les années 80, et donc ils avaient l'impression que ce film était un peu une redite, alors que c'est pas du tout le cas. Mais en ce qui me concerne, pour conclure, mon avis est assez positif parce qu'il faut le contextualiser et là nous nous rendons compte de tout l'enjeu de ce film. Même voilà, si ça reste un film mineur pour moi, qui a une pauvreté du scénario et peut-être une émotion peut-être un petit peu trop stérile mais qui se dégage à certains moments mais d'une grosse puissance comme si c'était compressé pendant tout le film et des fois on libère toute la pression et il y a des grandes scènes émouvantes. Il n'est pas inoubliable. C'est une drôle de formulation. Il n'est pas inoubliable, mais il n'en reste pas moins intéressant pour ses décors et ses personnages. Je lui mettrai un 12 sur 20. Mais bon, je dis ça, c'est que pour moi, ça m'est jamais resté vraiment en tête ce film. Mais c'est un film de transition qui a des limites. Et c'est le dernier film fait entièrement en animation traditionnelle, puisque le prochain, Taram et le chaudron magique, va avoir de l'animation par ordinateur. J'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous étiez au courant de tout l'enjeu de l'animation et du studio qui se tramait derrière. N'hésitez pas à poster des commentaires, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et pour de nouvelles critiques. Allez, salut!